Bonsoir à tous ceux qui sont là, même si on est en petit comité pour l'instant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Diane Daerich, au service développement durable de la mairie d'Annecy. Je vais co-animer le Zoom avec Annelise, mais c'est surtout Annelise qui va prendre la parole et prendre la main. Moi, je suis là surtout pour faire remonter vos questions. Je vais vous mettre un message dans le chat pour poser vos questions sur Zoom. Vous avez un onglet en bas qui s'appelle Q&R, donc questions et réponses. Vous pouvez poser vos questions à l'écrit dedans, ou si vous souhaitez les poser à l'oral, vous pouvez lever la main. Pareil, c'est une option en bas de votre écran sur Zoom, et j'activerai votre micro pour que vous puissiez parler et poser votre question oralement. Voilà, je vais mettre le même message dans le chat pour ceux qui arrivent en cours de route ou si jamais vous avez oublié. Et puis si vous avez un problème, vous pouvez aussi me solliciter dans le chat. Voilà, sur ce, bonne conférence, et puis je laisse la parole à Annelise. Merci pour cette introduction, Diane. Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous présenter l'empreinte du numérique et quelques pistes pour son usage sobre. Je suis conseillère indépendante en environnement, Cycla Conseil. Le pari, c'est que les entreprises peuvent devenir les championnes de la protection du vivant tout en réalisant avec passion leur cœur de métier. Et c'est pour ça que je les accompagne, celles qui sont volontaires. Tout d'abord en informant de manière claire et concise sur les enjeux environnementaux et les solutions existantes. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait des conférences sur le presque zéro déchet, l'impact du numérique. Et l'autre partie de la mission, c'est d'accompagner les décideurs dans la transition. L'objectif de cette présentation ce soir, ça va être de comprendre les principaux impacts environnementaux et de voir comment on peut essayer de les minimiser à notre échelle individuelle. Les 4 grands moments de cette conférence, ça va être d'abord poser un peu le contexte avec une définition de qu'est-ce qu'on entend par numérique et le contexte climatique, pas le contexte, pardon, faute de frappe. Ensuite, en deuxième partie, on pourra voir l'empreinte environnementale du numérique. Et ensuite, on pourra voir aussi qu'est-ce que la sobriété numérique, vue d'un point de vue collectif, mais aussi on verra les éco-gestes ou les bonnes pratiques qu'on peut faire à l'échelle individuelle. Et après, on pourra en parler ensemble. La présentation devrait durer moins d'1 heure pour avoir un petit peu de temps pour les échanges. Donc, si vous avez une question, vous pouvez, n'hésitez pas à me solliciter ou m'interrompre. On pourra en parler pendant la conférence ou sinon dans le chat pour poser les questions à la fin. Je vais couper la caméra si je peux pour conserver de la bande passante. Alors, cette conférence va se baser sur des études de 3 instituts principaux français qui font vraiment office de référence. Donc, on a déjà le Shift Project, qui est un think tank qui œuvre en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone. Ils ont publié plusieurs notes d'analyse et plusieurs études, comme une sobriété numérique, l'insoutenable usage de la vidéo, et depuis quelques jours, ils ont publié une note sur l'impact environnemental du numérique et les tendances à 5 ans et la gouvernance de la 5G. Ensuite, on se basera aussi beaucoup sur les études de Green IT, qui est un lieu de réflexion pour la communauté des acteurs du numérique responsable. Donc, ils ont fait 2 études sur l'impact environnemental du numérique en France et dans le monde. Et enfin, il y a le site EcoInfo, qui regroupe des chercheurs, notamment du CNRS, et qui travaillent à réduire les aspects négatifs du numérique. Tout au long de la présentation, on va y revenir souvent. Donc, un petit peu de contexte. Rapidement, est-ce que c'est une info ou une intox de dire que le numérique est une technologie dématérialisée? Si vous voulez, vous avez 3 secondes dans le chat pour dire si c'est une info ou une intox. C'est plutôt une intox. Le numérique n'est pas dématérialisé, donc il repose sur des infrastructures, une réalité logistique et des disponibilités en matière et en énergie très importantes. Et donc, cette matérialité du numérique, ça en fait un système physique exactement comme les autres. Donc, qu'est-ce qu'on entend quand on parle de numérique? Souvent, on parle des NTIC, des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, c'est les techniques de l'informatique, de l'audiovisuel, des multimédias, d'Internet et des télécommunications qui permettent aux utilisateurs
de faire beaucoup de choses comme communiquer, accéder à de l'information, stocker, manipuler, produire et transmettre l'information sous différentes formes, par exemple le format texte, musique, le format son, image, vidéo. Donc, dans cette infrastructure, on distingue en général trois grands piliers, trois usagers, on va dire, trois acteurs. Et donc, on va y revenir tout au long de la conférence. Donc, c'est déjà les utilisateurs finaux, nous, et à travers des terminaux comme les smartphones, les PC, etc., on utilise les NTIC, le numérique. Ensuite, il y a les centres informatiques, souvent les data centers, qui vont héberger des serveurs et stocker nos données. Et entre nous et les centres informatiques, il y a les réseaux, donc qui nous relient entre nous, entre utilisateurs, mais aussi qui nous relient au centre informatique. Et donc voilà, c'est ce qu'on voit sur l'image à droite, c'est souvent sous forme de data center immense, des salles qui regroupent des rangées d'ordinateurs. Donc ces trois acteurs utilisent des équipements très lourds, et on verra tout à l'heure le rôle de chacun dans les impacts environnementaux, et en particulier nos impacts. Donc, pour se rendre compte du déploiement fulgurant donc, de ce secteur numérique en une vingtaine d'années, on peut regarder une cartographie des câbles Internet sous-marins qui a été publiée dans le New York Times en 2019. Donc là, on voit en 1998 qu'il y avait 2 liaisons entre l'Amérique et l'Europe, à peu près. Et 20 ans plus tard, on voit des centaines de liaisons entre tous les continents, entre tous les pays. Et donc, ça a conduit le New York Times à dire les gens pensent que les données sont dans le cloud, c'est-à-dire dans le nuage, mais en fait, elles sont dans l'océan. Donc, quelques autres chiffres pour se rendre compte. Dans le monde, l'étude du Green IT estime qu'il y a 5 milliards d'utilisateurs, alors qu'on est presque 8 milliards d'humains. Et donc, c'est à peu près 8 appareils en moyenne par utilisateur, avec des grandes disparités. Hein. Aux États-Unis, c'est plutôt une quinzaine d'appareils par personne. En Inde, c'est plutôt un seul, souvent le smartphone. Et en France, on est 58 millions d'utilisateurs sur 67 millions de Français. Et on a environ 15 appareils en moyenne par utilisateur de plus de 15 ans. Donc à la fois pour fabriquer ces infrastructures et pour les faire fonctionner, d'énormes quantités d'énergie et de matière sont nécessaires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se pose la question de la durabilité de ce déploiement fulgurant du numérique. Donc déjà, on peut replacer un tout petit peu le contexte climatique. Les scientifiques du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, font consensus pour dire qu'il faut limiter à 2 degrés le réchauffement climatique d'ici la fin du siècle. Et donc, collectivement, en 2015, à travers les accords de Paris, on s'est fixé d'atteindre la neutralité carbone, enfin d'essayer d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Et pour des pays des pays dits développés comme la France, ça implique des énormes réductions de gaz à effet de serre. Par exemple, en France, il faudrait réduire de 87% les émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990. Donc, ce sera en fait divisé par 6. Donc, c'est un effort énorme. Et donc, les études récentes sur le sujet montrent que les évolutions actuelles des impacts environnementaux du numérique ne sont pas compatibles avec ces objectifs qu'on s'est volontairement fixés. Donc là, on attaque la partie empreinte environnementale du numérique. Donc, on va voir à quel moment du cycle de vie les impacts sont créés, de quelle nature sont ces impacts, et aussi quelle est la part des 3 acteurs qu'on a vus juste avant ces empreintes. Donc, pour poser le cadre, toujours l'étude du Green IT sur l'empreinte du numérique définit 3 grandes sources majeures d'impact tout au long du cycle de vie. Donc, c'est d'abord à la fabrication des appareils et des infrastructures, ensuite les impacts générés lors de l'usage des appareils, c'est-à-dire la production d'électricité pour les faire fonctionner, et enfin les impacts liés à la fin de vie, c'est-à-dire au traitement des appareils qui sont devenus en fait des déchets. Donc, les impacts du numérique sont multiples et caractérisés par, d'une part, la contribution à l'épuisement des ressources naturelles non renouvelables, qu'on appelle abiotiques. Ensuite, la contribution au changement climatique par l'émission de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est en grande partie dû à la consommation d'énergie primaire fossile. Et quatrièmement, la consommation d'eau, donc l'eau qui va devenir un enjeu majeur dans les prochaines années. Et enfin, la contribution à de nombreuses atteintes aux écosystèmes,
et qui mettent en danger la biodiversité. Par exemple, l'eutrophisation des milieux aquatiques, l'acidification des sols et des eaux, et l'écotoxicité, c'est-à-dire la toxicité pour les humains, la faune et la flore, du fait de l'émission dans l'air, l'eau et les sols de substances polluantes. Donc c'est l'ensemble de ces impacts que le Green IT en fait appelle empreinte du numérique. Donc on va faire un focus sur deux des impacts principaux. Donc tout d'abord la contribution au changement climatique. Donc les résultats les plus récents du Shift Project en fait qui sont parus mardi dernier confirment les tendances identifiées, c'est-à-dire que le numérique a une part non négligeable dans les émissions mondiales. Donc elles sont estimées à 3,5% des émissions mondiales en 2019. Donc si l'univers numérique était un pays, il serait le 5e plus gros émetteur de CO2, et donc bien avant la France, parce qu'il émet 4 fois plus de CO2 que la France. Le numérique émet aussi plus que le secteur du trafic aérien civil, et d'autant plus depuis la crise du Covid, j'imagine. Et donc, avec l'expansion très rapide de ce secteur, l'étude souligne que son empreinte carbone pourrait presque doubler d'ici 2025. Donc, c'est ce qu'on voit, c'est la courbe bleu clair, s'il n'y avait pas forcément d'efficacité énergétique améliorée. Voilà, en 4 ans, on pourrait l'impact sur le carbone, des émissions de carbone de ce secteur pourrait doubler. Maintenant, faire un focus aussi sur l'épuisement des ressources naturelles. Donc, l'augmentation de la production d'équipements numériques nécessite des quantités croissantes de métaux. De toute façon, les métaux sont la principale matière utilisée dans les appareils. Donc, dans les années 1800, les appareils sollicitaient une dizaine de métaux de la table de Mendeleïev, comme on peut le voir. Et aujourd'hui, nos appareils sont plutôt composés environ de 70 métaux au minimum. Et ça s'explique d'une part par la miniaturisation des appareils et aussi leur complexification. Et donc, ça fait qu'on trouve plus d'or dans une tonne de cartes électroniques que dans une tonne de minerais. Et bien sûr, cette pression sur la demande en métaux va de pair avec l'explosion de la demande en appareils, donc de notre côté, du côté utilisateur. Donc on arrive dans une sorte de cercle vicieux où les ressources naturelles facilement accessibles se raréfient et il faut de plus en plus de matières premières et d'énergie pour en extraire et en raffiner de nouvelles. Donc de nombreuses études montrent que nous avons d'ores et déjà épuisé les gisements les plus faciles et la disponibilité géologique des matériaux est de plus en plus fragile. Donc, dans le graphique de gauche, on voit que de nombreux matériaux ont une durée de vie de moins de 100 ans à peu près. Donc, c'est le bleu clair canard à peu près, qui montre qu'en cas de boom de la demande, comme c'est la tendance actuelle, voilà, les métaux ont une durée de vie relativement très courte. Donc, ça a conduit l'Union européenne à introduire la notion de criticité pour désigner des facteurs de risque en approvisionnement des métaux. Par exemple, les matériaux critiques sont des métaux qui risquent d'être moins disponibles géographiquement, ou alors d'être exploités par un seul pays ou une seule entreprise, ou alors d'être peu substituables par d'autres métaux moins rares, ou encore d'être au cœur de conflits géopolitiques. Et voilà, donc il y a beaucoup de facteurs. Donc la Commission européenne dénombrait 14 métaux critiques en 2011, et maintenant, enfin, depuis 2017, le nombre de métaux critiques a doublé et elle en dénombre presque 27. Donc cette pression sur les métaux d'une part et le déploiement fulgurant de la demande en équipement ont amené le Green IT à déclarer récemment dans ses conférences qu'il ne reste plus que 30 ans de numérique, que le numérique est une ressource critique non renouvelable et qui s'épuise inéluctablement, et qu'à ce rythme, elle serait épuisée d'ici 1 à 2 générations, et d'où l'intérêt d'inventer un autre numérique qui serait plus sobre et plus résilient. Et avant d'évoquer cette sobriété numérique, on peut détailler un petit peu la répartition des impacts par acteur et par étape dans le cycle de vie. Donc, tout à l'heure, on a vu que les sources d'impact, c'était la fabrication, l'usage et la fin de vie. Maintenant, on va voir comment les 3 acteurs, donc, qui sont les utilisateurs, les réseaux et les centres informatiques, se répartissent ces impacts.
Donc, l'étude sur l'empreinte mondiale du Green IT a révélé que les 2 premiers postes d'impact au cours du cycle de vie sont générés par des besoins d'utilisateurs, c'est-à-dire nous. Le premier poste d'impact, c'est lors de la fabrication de nos équipements. Et le deuxième poste d'impact, c'est la consommation électrique lorsque l'on utilise ces équipements. Ensuite, en position 3 et 4, ça va être la consommation électrique des réseaux et des centres informatiques. Et en 5e et 6e position, ce sera la fabrication de ces équipements, réseaux et centres informatiques. Donc, en conclusion, les équipements des utilisateurs sont la principale source d'impact du numérique et surtout la fabrication. Et donc, l'utilisation des équipements par les utilisateurs totalise entre 60 et 84% des impacts pour ce qui est utilisation des ressources, consommation d'eau, émissions de gaz à effet de serre et énergie primaire. Et donc, on peut détailler, voilà, puisque l'utilisation de la consommation électrique lors de l'utilisation des équipements est si importante, on peut détailler deux sources de consommation électrique. Tout d'abord, la vidéo. Aujourd'hui, 60% du trafic Internet est occupé par la vidéo streaming, c'est la vidéo en demande, enfin on demand comme on appelle ça, la VOD. Et il y a aussi 20%, c'est le camembert en couleur marron, d'autres 20% qui sont des vidéos que l'on s'échange par mail ou sur le cloud, etc. Donc 80% du trafic est dû à la vidéo. Et cette part va encore augmenter du fait de l'utilisation du trafic Internet via nos smartphones. Et voilà, il faut savoir que 80-90% des vidéos sont à titre de divertissement, comme on peut le voir. Donc, vidéos en demande, pornographie, tout ce qui est tube, donc les YouTube, comment on appelle ça, voilà, tout ce qui est... donc, c'est beaucoup lié au divertissement. Là, je vais passer. Et deuxièmement, on a aussi... ah oui, il faut savoir aussi que, à titre de comparaison, on dit que regarder une vidéo consommerait environ 1500 fois plus que la simple consommation électrique de nos smartphones. Ensuite, donc ça c'est pour avoir un ordre de grandeur. Ensuite, une autre part de la consommation électrique des équipements va être due de plus en plus à la prolifération des objets connectés. Les objets connectés, ce sont des objets du quotidien auxquels on intègre un composant numérique, par exemple les montres connectées, toutes sortes de nouveaux appareils. Et en fait, ils sont connectés 24 heures sur 24, donc ce qui aboutit à une consommation électrique significative. Donc si rien n'est fait, il y aura un doublement de ces objets entre 2019 et 2025. Et donc, on estime que ces objets vont être multipliés par 50 en 15 ans, c'est-à-dire entre 2010 et 2025. Et donc, leur contribution aux impacts de l'univers numérique risque de passer de moins de 1% en 2010, tous indicateurs environnementaux confondus, à 18 à 23% d'impact en 2025. Et donc, pour terminer sur les impacts, on peut voir un petit peu les évolutions globales de cette situation. En nombre d'équipements, la taille de l'univers numérique va être multipliée par 5 entre 2010 et 2025. Ça, c'est ce qui est prévu par le Green IT. Cette expansion du numérique va se traduire par un doublement, voire un triplement des impacts environnementaux du numérique entre 2010 et 2025. Et la plus forte progression des impacts, ça va être du côté des émissions de gaz à effet de serre, donc qui étaient de 2% dans la part de l'empreinte mondiale en 2010 et en ce moment qui est autour de 3,5 et qui risque de passer à 6% en 2025. Donc pour conclure sur les impacts, on rejoint un peu les conclusions du dernier rapport du Shift Project qui dit que les progrès technologiques sur l'efficacité énergétique n'ont pas conduit à compenser l'augmentation des usages et que l'impact du numérique ne fera qu'augmenter si nous ne nous donnons pas les moyens de le piloter. Donc ça nous amène à la sobriété numérique. Donc on va essayer de la définir rapidement. L'impact environnemental de la transition numérique devient gérable si elle est sobre, d'après le Shift Project. Donc on a vu tout à l'heure que parce que le numérique est un système matériel physique comme les autres, assurer sa pérennité
va passer en tout premier lieu par la diminution de ses impacts physiques et environnementaux. Donc pour le Shift Project, réduire l'empreinte énergétique et environnementale du numérique va passer par un retour à notre capacité individuelle et collective à interroger l'utilité sociale de nos comportements d'achat ou de consommation des équipements numériques. Et donc, pour cet institut, la sobriété numérique consiste à piloter nos choix technologiques afin de préserver le meilleur de ce qu'apporte l'Internet et le numérique. Donc, pour le Shift Project, encore une fois, donc ça c'est ce qui est vraiment sorti il y a quelques jours, le Shift Project propose au niveau collectif un mode opératoire. Pour eux, il faut sortir du paradigme, donc faire du numérique parce qu'on peut le faire, et il faut plutôt se dire le faire parce que ça nous est utile. Donc, puisque le numérique a un impact et pose des grosses contraintes sur notre environnement, il faut établir une sorte de bilan comptable entre ce que ça coûte au niveau environnemental et les opportunités que ça crée d'un point de vue sociétal ou alors d'un point de vue énergétique. Donc, pour le Shift, encore une fois, une infrastructure numérique est justifiée que si elle remplit une des conditions suivantes, soit l'impact net du numérique est positif, et s'il est négatif, ça veut dire qu'il faut qu'il soit justifié par une pertinence sociétale. Donc, d'un point de vue individuel, on peut revenir, voilà, là on va un petit peu aborder ce qu'on peut faire au niveau individuel, et donc on peut repartir de ce qu'on avait vu à propos des impacts. Comme la fabrication et l'utilisation de nos équipements sont les premières sources d'impact, c'est là qu'on va pouvoir agir et établir, nous, une stratégie. Donc, une transition numérique sobre consiste essentiellement à acheter des équipements les moins puissants possibles, à les changer le moins souvent possible et à réduire les usages énergivores superflus. Ça, c'est d'après le Shift Project. Et donc là, on propose une stratégie de sobriété numérique individuelle qui va être de fabriquer avec plus de parcimonie, d'utiliser des équipements avec plus de parcimonie, donc de prioriser aussi nos usages et de limiter l'impact en fin de vie de ces produits. Donc, la base fondamentale pour le Green IT, c'est vraiment une démarche de sobriété. Donc, la base fondamentale de la démarche de sobriété, ça va vraiment être de réduire le taux d'équipement, réduire le nombre de ces équipements. Donc, ça consiste en fait à consommer la juste quantité d'équipements numériques. Et par exemple, au lieu d'avoir un téléphone, un appareil photo, un baladeur MP3, un enregistreur vocal, peut-être se contenter d'un smartphone qui fait en fait tout en un. Il y a aussi la possibilité de mutualiser, par exemple, l'usage des box Internet au niveau des appartements. Ça, je conviens que c'est difficile à mettre en place avec ses voisins, mais on devrait y venir. Et puis, ça consiste aussi réduire le taux de nos équipements. Ça consiste aussi à résister aux sirènes du marketing qui nous motivent à consommer toujours plus. La deuxième stratégie fondamentale pour limiter notre impact, ce serait d'allonger la durée de vie de nos appareils existants. Donc, tout d'abord, en achetant des équipements d'occasion et reconditionnés. Donc, par exemple, là, je donne des exemples, mais il y en a sûrement beaucoup plus. Au niveau national, on a la plateforme Back Market qui reconditionne des smartphones et auxquels on peut les acheter à un prix plus bas. Et au niveau local, on a AFB Shop qui reconditionne et revend du matériel informatique, toutes sortes, par exemple des PC, des tablettes, des smartphones et du matériel comme des câbles et des souris, etc. Toujours pour allonger la durée de vie des appareils existants, on peut essayer d'acheter des équipements qui sont plus facilement réparables. Donc, on a des plateformes comme Hop, Halt à l'obsolescence programmée, qui fait un comparatif des marques en fonction de leur qualité et de leur taux de réparabilité. Et puis, on a la loi qui est avec nous depuis cette année. Donc, un indice de réparabilité devrait être appliqué à tous les smartphones et PC. Ça veut dire que les fabricants vont devoir noter
le degré de réparabilité de leur équipement. Et ça nous permettra donc de choisir ceux dont l'écran est le plus facilement réparable ou la batterie est la plus facilement interchangeable. Et puis, si on ne peut pas... voilà, une fois que l'équipement est cassé, on peut aussi essayer de faire réparer ces équipements, soit soi-même en faisant appel à des repair cafés comme le Repair Café 74, qui consiste en des ateliers, donc des ateliers avec des bénévoles qui nous aident à réparer faire les réparations les plus simples. Je ne pense pas qu'ils entrent beaucoup dans le détail. Et puis sinon, bien sûr, il y a les réparateurs locaux, et on avait vu avec Bishop tout à l'heure, qui font aussi de la réparation de matériel électronique. Ensuite, donc on peut aussi, bien sûr, éteindre les box et autres appareils. Donc ça, c'est pour la sobriété, donc, la sobriété et pour essayer de limiter les consommations énergétiques. Une étude de l'ARCEP qui s'appelle l'empreinte carbone du numérique, qui est parue en 2019, explique que les box Internet qui restent allumées en permanence consomment à l'échelle européenne la production de 2 à 3 réacteurs nucléaires. Donc le Green IT, en éteignant les box, en fait, le Green IT parle de couper le robinet Internet, comme on coupe aussi le robinet d'eau, comme on a pris l'habitude. Maintenant, pour un usage sobre d'Internet, on a vu que la vidéo avait un impact énorme dans le trafic Internet. Pour les vidéos, la première des choses, ce serait essayer d'arbitrer un petit peu nos usages et de voir à quelle fréquence on regarde des vidéos. On pourrait aussi baisser la qualité quand on regarde des vidéos sur YouTube. Donc ça, c'est dans les paramètres, c'est assez facile. Et puis sinon, il y a des nouvelles applications ou des extensions sur Firefox. Par exemple, Audio Only YouTube. Ce sont des extensions qui permettent de transformer en fait une vidéo en podcast et de couper la vidéo et on n'entend plus que l'audio à la fin. Du côté des mails, donc les mails ne sont pas forcément l'impact le plus important du trafic Internet, mais on l'utilise beaucoup. Et il y a quand même des bonnes pratiques qui sont simples à réaliser. On peut nettoyer sa boîte mail avec un site qui s'appelle CleanFox, qui va nous désabonner automatiquement des newsletters qu'on ne lit plus, en fait. On peut aussi supprimer ses anciens mails ou les archiver sur un disque dur ou une clé USB. De même que quand on a une boîte aux lettres, on la nettoie souvent et on jette les prospectus. On peut limiter l'envoi de mails et le nombre de destinataires en arrêtant un petit peu la pratique de répondre à tous ou en la limitant cette pratique-là. Et ensuite, compresser les pièces jointes et essayer d'envoyer des photos en basse résolution ou alors de s'échanger un maximum les informations par clé USB ou disque dur plutôt que via les mails. Pour la navigation, on peut installer un moteur de recherche éthique. Par exemple, on a Ecosia qui plante des arbres à chaque clic. Et on a Lilo aussi qui verse régulièrement des dons à des associations à intérêt social ou environnemental. On peut aussi limiter le nombre de programmes et d'onglets ouverts et inutilisés. On peut aussi installer un stop pub parce que ou un anti-pub parce que les pubs sont consommatrices d'énergie et de bande passante. Et puis en plus, elles alimentent une logique consumériste. Et puis le Shift Project a lancé une extension sur Firefox pour essayer de rendre visible l'impact environnemental du net. Et par exemple, à droite, sur cette copie d'écran, j'ai fait le test de naviguer 3 minutes sur Internet, dont pas mal sur YouTube. Et donc Carbon Analyzer m'apprend que j'ai consommé l'équivalent de 83 grammes de CO2. C'est l'équivalent de 10 smartphones rechargés ou alors de 300 mètres, si je ne me trompe pas, en voiture. Voilà. Donc, ça permet vraiment de visualiser son empreinte lorsque l'on surfe sur Internet. Et puis, pour finir dans la logique donc de sobriété numérique à son échelle, une fois que
nos appareils sont en fin de vie, bien sûr, on peut essayer de limiter l'impact de leur fin de vie en essayant de trier, de les collecter, de les trier dans les bonnes filières. Et donc là, on a des sites internet comme Écosystème, hein, qui montrent les différents points sur une carte où on peut jeter, par exemple, nos ordinateurs, nos câbles et tout autre équipement électronique. Voilà, c'est fini pour ma présentation. Je vais remettre la caméra. Et donc, je voulais savoir si vous aviez des questions. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci pour la présentation. J'ai une petite question par rapport au choix d'Internet. Vous parlez de la consommation de la box, mais moi, j'utilise l'Internet depuis mon portable. Est-ce qu'il y a vraiment une référence de laquelle consomme moins ou, Oui. Donc là, je ne suis pas experte sur ces sujets, mais le Green IT, les professionnels du Green IT disent que une box, en fait, consomme moins, en fait. Moi aussi, j'utilise la 4G pour l'instant, et la 4G utilise beaucoup plus de données et donc a plus d'impact que mettre le Wi-Fi. D'accord. Merci. De rien. Peut-être ça a été dit, mais je n'ai pas forcément retenu. Est-ce qu'on connaît la répartition entre l'impact du numérique, je dirais, professionnel, en fait, enfin, dans les entreprises, etc., dans les administrations, et l'impact de nos usages personnels de loisirs, en fin de compte? Il y a sûrement des études qui le montrent, mais moi, je n'en ai pas connaissance. En tout cas, par exemple, pour la vidéo, en tout cas pour ce qui est du trafic Internet, on voit que 80% du trafic, c'est de la vidéo et que 90% de la vidéo, c'est du divertissement. Donc, en tout cas, pour ce qui est de la vidéo, c'est clairement l'usage récréatif, on va dire. Pour d'autres usages comme les mails, par exemple, ou le fait de surfer sur Internet, là, peut-être qu'il y aura des résultats différents et que les boîtes, les entreprises auront une part plus grande, dans l'impact. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des pistes au niveau législatif, je ne sais pas, en France, en Europe, pour justement trouver des solutions? Parce que juste compter sur l'engagement personnel des gens, c'est comme dans beaucoup de domaines, ça a ses limites, on va dire, puis ça risque d'être très très long. Donc, est-ce qu'il y a des pistes qui permettraient d'aller plus vite pour réduire tous ces impacts? Alors, à ma connaissance, je ne connais pas très bien l'environnement législatif européen. Par contre, c'est vraiment, et c'est encore tout neuf en fait, cette prise de conscience sur les impacts du numérique, ça date de 2018-2019. En revanche, le Shift Project travaille vraiment dans ses études à sensibiliser les décideurs pour créer une gouvernance. Alors, je vais essayer de voir. Donc, ils essaient vraiment d'aller dans ce sens-là. Et donc, ils veulent, dans toutes leurs études, alors je remets la PowerPoint. Donc, vraiment, dans leurs études, là, c'est la présentation de mardi dernier. Ils essaient de prôner, ils disent de construire une nouvelle gouvernance concertée du numérique, donc qui rassemblerait pas seulement la société civile, voilà, mais les pouvoirs publics, tous les acteurs économiques. Bien sûr. Et il faudrait contribuer aussi que, voilà, grâce à cette gouvernance, il faudrait inventer des modèles opérationnels technologiques qui soient compatibles avec la diminution des impacts qu'on se fixe en fait. Et ça permettrait aussi de développer des outils
méthodologiques d'évaluation qui feraient référence, par exemple, définir des objectifs quantitatifs, des outils d'évaluation d'impact. Donc, c'est vrai que nous, notre impact individuel, voilà, là, on présente ce qu'on peut faire à l'échelle individuelle, mais ce que prône vraiment le plus le Green IT et le Shift Project, c'est de piloter maintenant à un niveau européen ou presque ou national ou enfin, à une plus grande échelle, piloter cette transition numérique, quoi. Ok. Alors, j'ai une autre question, moi, du coup, des questions-réponses. Est-ce que le déploiement de la 5G va augmenter les impacts environnementaux du numérique? Alors, oui. Donc, c'est un petit peu difficile à dire puisque c'est en train d'être développé actuellement, la 5G, mais donc le Shift Project en parlait mardi dernier justement par rapport à son rapport. Au niveau des technologies qui sont employées, il n'y a aucune raison tangible qui permettrait de dire que la 5G va entraîner plus d'efficacité énergétique et donc va entraîner une diminution des impacts. Non, on se redirige vers plus d'impact. Et c'est le Haut Conseil pour le climat qui table pour une augmentation de 20 à 40% des impacts carbone avec le déploiement de la 5G pour deux raisons principales. Parce qu'il va y avoir une augmentation du nombre de smartphones, puisque la 5G demande la création de nouveaux smartphones adaptés à cette technologie. Et aussi, il va y avoir de nouveaux terminaux, comme les objets connectés dont on a parlé, qui fonctionnent H24 et donc qui vont avoir beaucoup d'impact au niveau de la consommation électrique. Ok. Justement, sur le renouvellement du matériel, on a des données qui donnent les tendances, je ne sais pas, par tranche d'âge, par matériel personnel, matériel des entreprises, etc. On y voit clair ou pas du tout là-dessus? Par rapport seulement à la 5G ou par rapport à... Globalement, en fait, sur le renouvellement du matériel, ouais. Alors, il y a sûrement des données. Moi, je n'ai pas creusé dans ce sens-là. J'ai vu qu'il y avait encore des grosses disparités pour l'instant en termes de, comme on l'a vu tout à l'heure, des disparités par pays. Ouais. Et donc, il y a certains pays qui ont beaucoup plus d'équipements et qui consomment énormément plus de flux Internet que d'autres. Il y a sûrement des études sur la répartition par tranche d'âge, etc. J'ai pas les chiffres. Ok, merci. Et par curiosité, vous sauriez du coup quels pays sont les plus consommateurs ou pas du tout? Donc, je pense que c'est les États-Unis. Et donc là, j'avais lu récemment que, voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, en Inde ou dans les pays du Sud, il y a le terminal principal, c'est le smartphone qui rassemble toutes les fonctionnalités, alors que nous, dans les pays occidentaux, on a beaucoup plus, dès l'âge de 12 ans, en fait, dès l'âge de 12 ans, quasiment tout le monde a au moins un appareil, et ensuite, même des bébés ont des appareils connectés. Et donc, on a beaucoup plus d'appareils et on les utilise beaucoup plus. Ouais. Ok. J'ai d'autres questions. Plutôt que nos gestes individuels, ne faut-il pas un pilotage organisé de cette sobriété numérique? Donc voilà, c'est exactement la slide qui est affichée. Et c'est ce que prône le Shift Project, c'est de piloter avec une gouvernance organisée, avec des pouvoirs publics, donc les législateurs, des acteurs économiques et la société civile, c'est-à-dire nous. Ok, merci. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre piste, en fait, parce qu'on parle beaucoup de l'impact carbone, mais l'impact du numérique sur nos vies va bien au-delà de ça. En fait, je pense à tous les impacts sociaux, psychosociaux
qui sont derrière. Est-ce qu'il n'y aurait pas des pistes sur justement comment fonctionner un peu avec moins de numérique pour vivre mieux et plus heureux? Je ne sais pas comment dire ça, mais est-ce que ça ne peut pas être une piste aussi? Enfin, je pense à ça surtout en faisant des parallèles avec laisser la voiture pour prendre le vélo. C'est pas uniquement pour laisser la voiture, c'est parce qu'on est vachement mieux à vélo et c'est vachement plus agréable. Donc, c'est vachement plus agréable d'être dans la nature que d'être devant son écran aussi. Enfin, Oui, c'est vrai que là, on parle vraiment que du problème environnemental, mais c'est vrai que le numérique, dans son développement, un peu, enfin, de la manière dont on l'utilise un peu comme on l'utilise de manière un peu compulsive en ce moment, un peu comme on le fait avec d'autres addictions de la société, comme le sucre, etc. Et on en parle, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a d'autres problèmes sociaux sur l'attention, enfin, les troubles de l'attention, la protection de nos données, etc. En fait, il y a un débat sur tous les domaines, à tous les niveaux, un débat sur le numérique. Et donc là, j'ai parlé que de l'aspect environnemental parce que c'est plus mon domaine d'activité. Mais c'est vrai que cette sobriété numérique devrait aussi, je pense qu'elle va aussi intégrer tous ces sujets-là. Et donc, en fait, par exemple, sur la 5G, le Shift Project, au lieu de dire que c'est vraiment un danger pour l'environnement, etc., donc dans leur rapport, ils disent vraiment que c'est une opportunité, c'est un excellent cas d'étude pour essayer de justement commencer à voir comment on peut gérer ce nouveau déploiement technologique. Et donc, ce sera aussi le cas, en fait, même la 5G, pour être aussi une excellente occasion de gérer aussi les autres débats plus aussitôt, quoi. c'est sûr. Et donc, c'est vrai que là, on parle de sobriété numérique, mais ça va c'est dans la continuité d'un mouvement beaucoup plus global de sobriété. Et il y a beaucoup on parle de sobriété en termes de mobilité, en termes de construction et d'habitation. Donc, le terme de sobriété, en ce moment, il est vraiment à tous les niveaux. Et donc là, il s'est diffusé au domaine du numérique, mais il est dans d'autres domaines aussi. Et j'ai une autre question. Est-ce que le numérique, en fait, à l'inverse de ce qu'on pourrait croire, du coup, est-ce que le numérique ne contribue-t-il pas à la transition écologique en améliorant l'efficacité énergétique de certains systèmes ou produits? Bah oui, c'est vrai que euh, le fait que le numérique organise mieux l'information, ça permet parfois d'optimiser certains usages. Par exemple, ça permet d'optimiser les ressources naturelles par une meilleure organisation de la production et de la consommation. Et par exemple, des applications comme Too Good To Go pour lutter contre le gaspillage alimentaire, le covoiturage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les mises en relation comme Give pour les dons et les ventes d'objets, le financement en ligne de projets d'agroécologie. Tout ça, ça permet, ça c'est vraiment des apports essentiels du numérique qui sont vraiment pertinents sociétalement. Et aussi, la puissance de calcul que permet le numérique permet de mieux modéliser, et aussi le fait qu'on puisse mettre plus de capteurs, par exemple des capteurs de température, ça permet de mieux modéliser les enjeux climatiques et donc de mieux savoir où on en est dans le réchauffement climatique et de mieux piloter aussi cette lutte contre le changement climatique. Donc ça, c'est les deux apports vraiment intéressants du numérique pour la transition écologique. Mais comme on l'a vu plus haut, la croissance de la consommation énergétique du numérique, qui est de 9% par an, est pas du tout compatible avec le changement, avec nos objectifs de réduction de l'émission, des émissions carbone. Donc la balance, c'est pas du tout équilibré et donc ces effets positifs ne compensent pas les, les excès d'émissions de CO2 du numérique. Okay. Et en plus de ça, on parle souvent d'un effet rebond. Ça veut dire que
parfois, le numérique permet de d'améliorer l'efficacité énergétique, mais par ailleurs, on augmente énormément les flux. Par exemple, en Suisse, là j'ai des chiffres entre 1990 et 2005, la masse physique moyenne d'un téléphone mobile a été divisée par 4, mais les Suisses ont acheté tellement plus de smartphones que en fait, la masse totale de tous les téléphones a été multipliée par 8. Donc c'est ça l'effet rebond, c'est que une augmentation d'efficacité est annulée par le fait qu'on utilise beaucoup plus la technologie. Super. Et j'ai une autre question dans l'onglet questions-réponses. De plus en plus de sites web proposent de placer l'apparence de leur site en mode sombre. Est-ce que cela limite la consommation électrique de nos écrans ou pas? De passer, oui, oui, j'ai pas vraiment les chiffres en tête, mais il y a oui, oui, parce qu'il y a beaucoup moins le blanc produit beaucoup plus d'énergie. Enfin, oui, donc ça c'est sûr. Et il y a aussi beaucoup de sites internet qui passent en mode low-tech et donc qui essaient de voir tous leurs postes de consommation électrique les plus importants et qui essaient de trouver des solutions. Par exemple, ils passent toutes les images en basse définition, donc ça fait un effet pixelisé qui d'ailleurs qui peut être intéressant d'un point de vue visuel. Et il y en a d'autres qui passent en mode sépia pour limiter le nombre de couleurs. Et donc voilà, ça c'est aussi des techniques pour alléger l'impact d'un site internet et d'alléger le trafic internet. D'accord. Bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants? Oui, est-ce qu'on a des exemples, je ne sais pas, ou de collectivités ou d'entreprises ou de, je sais pas quoi, moi, d'associations qui ont des bonnes pratiques, enfin, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais qui sont exemplaires dans la réduction de leur impact numérique? Alors, vu qu'il y a un service de la transition numérique à Annecy, peut-être que s'ils sont dans les participants, peut-être qu'ils peuvent dire quelles sont leurs pistes d'action. Sinon, en termes de bonnes pratiques, voilà, par exemple pour les sites qui passent en low-tech, on a le Low-Tech Lab, donc qui propose des solutions low-tech et qui a passé tout son site récemment comme ça. Donc vous pouvez aller voir Low-Tech Lab et voilà, pour voir un peu l'architecture de ce site-là. Okay. En termes de... est-ce que j'ai des exemples? Je ne sais pas si... est-ce que du côté de la transition numérique d'Annecy, je ne sais pas s'il y a des participants qui veulent dire quelque chose? Alors non, je n'en vois pas parmi nos spectateurs. D'un point de vue des bonnes pratiques, non, moi j'avais un petit peu discuté avec des développeurs web, justement d'Annecy, une entreprise qui fait des sites internet et je leur demandais s'il y avait un marché en fait pour conseiller leurs clients dans la fabrication de sites internet plus sobres. Et il disait que pour l'instant, il n'y avait pas beaucoup de demandes. Donc, lui, cet entrepreneur il avait vraiment envie de designer des sites plus légers, mais il avait encore eu aucune demande. Et donc, voilà, la demande n'est pas encore complètement là. Oui, puis est-ce que les jeunes aujourd'hui qui sont formés et dont le métier sera justement de conseiller les entreprises, de faire des sites internet, etc., est-ce qu'eux-mêmes ils sont sensibilisés à ça et formés à ces techniques qui permettent d'avoir un impact moindre? C'est pas sûr. Oui, ça, c'est pas sûr. Et par contre, il y a des ressources sur Internet, des livrets blancs. Là, j'ai plus la slide, je pense, maintenant, mais j'avais mis un lien dans une autre conférence. Il y a vraiment des méthodes
point par point pour aider les développeurs Il y a des livres aussi pour les aider à faire des sites plus sobres. Mhm. Ok. Alors moi, je vois pas d'autres questions dans le chat et dans les questions-réponses. Et donc, parmi les participants, est-ce que vous avez des pratiques que vous avez mis en place qui vous semblent de bon sens et que vous aimeriez partager aux autres? Bah, de mon côté, c'est le plus simple, c'est de réduire le nombre d'outils, effectivement, puis de les garder le plus longtemps possible. Donc, c'est pas toujours simple, effectivement, mais Oui, un peu pareil. Moi, personnellement, j'ai pas acheté un portable depuis presque 5 ans. J'ai toujours réutilisé ceux que les personnes ne veulent plus. pareil, Et ça me va très bien. Donc, voilà. c'est sûr. Bah, vraiment, c'est faire durer nos appareils et en avoir moins. Je pense que c'est vraiment les 80% des impacts positifs qu'on puisse avoir, encore plus que notre. Enfin, bien sûr, il y a l'usage de nos appareils, mais c'est aussi beaucoup, beaucoup dans limiter la fabrication. Alors, j'ai une autre question qui vient d'apparaître dans le chat. Est-ce qu'il existe des outils pour évaluer la performance environnementale d'un site web du style étiquette énergie? Oui, on m'en avait montré un. Il C'était existe un Carbon Analyzer, quelque chose? Non, c'était pas ça? Non, c'était pas ça. C'était un site qui n'était pas vraiment fait pour ça à la base et qui permet de rentrer l'adresse. Alors, faudrait que je la retrouve et j'ai plus le nom en tête. C'est un site qui permet de voir un peu le poids du site. Donc, on met l'adresse URL du site qu'on veut analyser et voilà. En fait, par exemple, on avait comparé. On est allé voir le poids du site de Tesla, qui a énormément de vidéos, des vidéos géantes sur tout l'écran. Donc, il y avait un énorme poids. Et on comparait avec un site conçu en mode low-tech qui pesait quasiment rien. Donc, malheureusement, je ne me souviens plus du nom, mais ça existe en tout cas. Très bien, merci. Je me permets de prendre la parole. La personne que vous avez mentionnée qui fait des sites, qui essaie de faire des sites plus sobres, est-ce que vous avez le contact? Euh, alors, j'ai pas le. Ah oui, sur Annecy? Oui, Oui, oui. Je pourrais vous l'envoyer. D'ailleurs, j'ai votre contact. Donc, alors, celui qui se posait la question, c'était. Alors, ça s'appelle Digital Web. Le nom de l'entreprise, je pourrais la retrouver. C'est sur Annecy et oui, j'ai le contact. ok, merci. Avec plaisir. Ouais, et puis de même, du coup, quand vous l'aurez, pourquoi pas communiquer l'adresse du site qui évalue le poids des URL. Voilà, nous, on pourra également l'écrire, je pense, sur la plateforme, dans un des points info, notamment. D'accord. Pas de souci. Ouais. Ben, en tout cas, merci pour votre participation et vos questions. Oui, en tout cas, hein, merci à vous d'avoir participé à ce premier live de la semaine du développement durable. Et merci Annelise hein, pour votre conférence qui était très intéressante d'ailleurs, donc qui sera disponible en replay dès demain. Et
Et ben voilà, je vous invite à assister à nos prochains événements. Demain, on a une autre conférence, sachant qu'elle est déjà en ligne. Elle était prévue demain soir, mais elle est déjà en ligne. C'est une conférence de Rob Hopkins, donc un des fondateurs du concept de transition. Et on aura également d'autres lives au cours de la semaine prochaine, donc notamment des films suivis de débats avec le réalisateur. Donc, encore une fois, merci à Annelise pour votre conférence. N'hésitez pas à aller regarder son site internet également, donc Cycla Conseil. Euh, et puis, merci de votre participation parce que le débat a été animé, donc c'était très intéressant. Merci à vous également. Et puis, ma foi, on n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et puis on espère vous revoir bientôt lors de nos prochains lives. Avec plaisir. Bonne soirée et bon week-end. Merci beaucoup. Bon week-end, merci, au revoir. Au revoir.